Donc je vais vous présenter maintenant. On va passer sur une période où on va rentrer dans le dur sur l'orientation, l'insertion. Et je vais présenter Marjorie Chavenon, mais je vais utiliser une aide compensatoire puisque la liste est assez longue. Donc Marjorie est docteure en psychologie à l'université d'Aix-Marseille. Elle a un parcours qui est un peu atypique, très riche. Donc elle a commencé par une classe préparatoire littéraire aux grandes écoles, puis elle a effectué un matière de recherche en lettres classiques, au sein duquel elle a effectué 2 mémoires de recherche sur la représentation et le vocabulaire des invalidités physiques en latin et en grec ancien. Elle a ensuite poursuivi par un master recherche en éducation et formation où elle a étudié la perception sociale du handicap chez les enseignants et ses conséquences sur l'orientation et l'inclusion scolaire des élèves. Elle a continué ses recherches dans le cadre d'un doctorat. Elle est aujourd'hui docteure en psychologie et elle poursuit ses travaux sur la perception sociale du handicap en mêlant les savoirs théoriques issus de la littérature scientifique, son savoir expérientiel aussi sur le handicap, découlant de sa dystonie, un handicap moteur entraînant des contractions et un surplus de tonus musculaire. Donc, je vous laisse, Marjorie, poursuivre et présenter votre diaporama, où vous allez nous parler particulièrement de ces perceptions du handicap concernant les troubles 10. Donc, voilà. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, ok, super. Alors, ma thèse de doctorat a porté sur le stéréotype, la conception de l'intelligence et l'orientation scolaire après la croyance des élèves en situation de handicap. Mon parcours, comme on a dit, classe préparatoire, etc. Et j'ai également été conseillère municipale et membre associatif d'une association qui défend l'existence d'un savoir sur le handicap. Ma recherche est partie d'un paradoxe entre, d'un côté, le contexte législatif et sociétal, et de l'autre côté, les faits. Le contexte sociétal, ce qui est dit dans la loi handicap de 2005, c'est que les élèves ont le droit à compensation du handicap. On parle de non-discrimination, de promotion de la vie professionnelle pour les personnes avec un handicap et de promotion de l'éducation, ce qui amène à parler d'éducation inclusive. Mais de l'autre côté, les faits qui montrent que à 15 ans, les élèves 10 sont beaucoup moins nombreux que leurs pairs non 10 en voie générale et technologique. Et pareil à 18 ans, les élèves 10 sont beaucoup moins nombreux, 14% à entrer dans l'enseignement supérieur. Alors, on va d'abord s'interroger sur est-ce que les 10 c'est un handicap. On va voir
ce qui en est de la perception sociale du handicap et de l'orientation scolaire. Comment sont perçus les listes et quelles sont les conséquences de cette perception sur les élèves listes. Les listes en handicap. Le handicap, un mot qui fait peur. Gardons l'idée que le handicap absorbe comme un buvard les émotions, les croyances, les superstitions, les peurs chimériques et les fantasmes. En France, les troubles dits entrent dans le champ du handicap depuis la loi de 2005. Et aujourd'hui, les troubles dits ont leur place au sein des troubles spécifiques de l'apprentissage qui sont reconnus par la MDPH. Qu'en est-il maintenant de la perception sociale du handicap et de l'orientation scolaire? Notre étude qu'on a menée dans le cadre de mon doctorat avec mes directeurs de recherche et qui a été publiée en 2022 sur la perception sociale du handicap et l'orientation scolaire, elle a été menée auprès de participants qui étaient majoritairement des enseignants, des étudiants et des psychologues de l'éducation nationale. Le protocole de recherche, on a demandé aux participants de donner des conseils en orientation à des élèves qui étaient soit présentés en situation de handicap, soit présentés sans handicap. Les résultats montrent que, à un niveau scolaire identique, les conseils formés pour la suite du parcours scolaire seront différents si l'élève est présenté en situation de handicap. Alors, quel conseil sera donné à l'élève pour qu'il réussisse ses études? Si l'élève est présenté en situation de handicap, par exemple, élève dyslexique, le conseil qui sera donné par la majorité des enseignants pour réussir ses études, c'est une aide associée au handicap. Si le même élève est présenté sans handicap, le conseil qui sera donné par la majorité des enseignants pour réussir ses études, c'est une aide associée à la scolarité, comme par exemple le soutien scolaire, interprétation. Même au sein d'une expérimentation, les élèves en situation de handicap, quel que soit leur handicap, sont réduits à leur handicap
comparer l'enseignant. La même chose de manière statistique, on peut voir que quel que soit le niveau scolaire, faible, moyen, élevé, les élèves sont réduits à leur handicap. Alors maintenant, comment sont perçus les 10 plus particulièrement? Une recherche s'est intéressée à l'attitude des enseignants de primaire à l'égard des élèves ayant des troubles du comportement et des troubles d'apprentissage. Les chercheurs ont demandé à des enseignants en formation et en poste de se prononcer sur la réussite scolaire, l'agréabilité et la compétence des élèves qui étaient présentés avec un trouble 10. Les résultats montrent que les enseignants perçoivent les élèves avec un trouble 10 comme chaleureux, agréable, mais comme peu compétents. Une autre recherche sur les attitudes des enseignants envers la dyslexie et ses conséquences en matière d'attente de réussite scolaire montre que plus les attitudes implicites des enseignants à l'égard de la dyslexie sont négatives et plus les attentes de réussite envers ces élèves sont basses. Une troisième étude sur le stigmate de l'étiquette trouble des apprentissages montre que les enseignants et les parents ont participé à la recherche. On a demandé à ces participants quelle était la perception du handicap sur le travail scolaire et on a demandé quel était le niveau d'études pour ces élèves. Et on a comparé pour les élèves qui étaient présentés non 10. Les résultats montrent que à l'état scolaire identique, parents et enseignants ont moins d'attentes que pour les élèves sans 10. Alors, quelles sont les conséquences de ces attitudes sur les élèves 10? Selon Karen Buet, les personnes conçoivent l'intelligence selon deux modèles. Soit comme quelque chose de modifiable, l'intelligence peut augmenter avec des efforts et du travail, soit comme quelque chose d'arrêté. Chacun a un niveau d'intelligence à la naissance et il ne peut pas faire grand-chose pour augmenter. On a demandé à des participants
des enfants de fin de primaire avec 10 et 110 qualités. Pour eux, est-ce que l'intelligence peut augmenter avec des apprentissages ou est-ce que l'intelligence était arrêtée tout au long de la vie? Les résultats montrent que combien d'enfants adhèrent à la théorie que l'intelligence peut augmenter, les élèves 10 sont moins convaincus que leur intelligence peut augmenter avec des efforts et du travail que les élèves 110. C'est ce que montrent les statistiques. La conséquence, c'est que les élèves 10 peuvent avoir moins confiance en leur intelligence et il peut y avoir une désallocation d'efforts. Il est donc important de valoriser régulièrement l'effort chez les 10 pour un effet à long terme sur les croyances et leur orientation. Merci beaucoup.